pu être bien pire, vous savez. Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette interview consacrée à l'interview de l'équipe qui a réalisé le film La Meute, réalisé pendant la promotion 2021, qui raconte l'histoire de Manon, une femme d'une vingtaine d'années qui rentre chez elle et qui se fait attaquer par un loup. Une histoire qui traite de harcèlement et d'injustice puisque selon elle, le responsable fait partie de la meute alors que le policier qui la prend en charge pense que le responsable c'est elle. On vous laisse apprécier le court-métrage sur notre chaîne YouTube. N'oubliez pas de vous y abonner et on va poster plein d'autres films de Superfocom Rubica. Donc, nous sommes Duviré Camille et Laura Darras. Donc, nous sommes des étudiantes en 3e année d'animation 3D. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir 4 des membres de l'équipe de production de La Meute. Donc, nous avons Louise Cotin, Victoria Normand, Gabrielle Saint-Martin et Antoine Blossy. Du coup, bonjour à tous les 3. Félicitations pour votre film. Votre film, il a été primé à plusieurs reprises, donc notamment au prix du Girona Festival en Espagne, le Grand Prix du public en 2022, au Festival international du film indépendant Ciné-Mode et donc sur Berck-sur-Mer. Et aussi l'un des meilleurs films d'animation du 20e festival sur Eifel Alden Film Festival et le prix des lycéens du festival Jeunesse, etc. Du coup, est-ce que avant de parler de La Meute, vous pourriez nous parler un peu de ce que vous avez fait après votre diplôme durant ces 1 an et demi environ après votre sortie de Rubica? Oui, bien sûr. Qui commence Vas-y. Ok, ça marche. Et ben moi après mon diplôme, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par travailler en freelance pour une boîte qui s'appelle Nexus à Londres. J'étais en distanciel et je faisais du lighting pour eux pendant quelques mois. Et peu de temps après, j'ai eu l'opportunité de partir au Canada, à Montréal, via une boîte qui s'appelle MPC Épisodique. Je suis parti avec grâce en partie à Agathe qui est la DA du film qui malheureusement ne peut pas être là aujourd'hui parce qu'elle est au studio. Mais voilà, du coup, moi je suis parti au Canada et ça fait maintenant 1 an que je suis à Montréal et que je travaille en CFX voilà, au Canada. Oui, vas-y. Ok, ben moi du coup juste après l'école, j'ai travaillé chez Superprod dans Angoulême pendant 8 mois en lighting sur une série Netflix. Et après j'ai été contactée par Micros Animation Montréal pour faire du lighting sur un long métrage pour Netflix encore. Et du coup je suis à Montréal depuis septembre en lighting sur ça. Voilà. Du coup, c'était quoi vos rôles respectifs durant la création de ce court-métrage ? Alors moi j'ai principalement travaillé sur le lighting et le rendu du film. J'ai travaillé sur certains FX et j'ai fait pas mal de modélisation aussi. Et ouais, je pense que c'est à peu près l'ensemble des tâches sur lesquelles j'ai travaillé sur ce film. Et après moi du coup j'ai écrit le scénario du film. Je me suis occupée de la partie un peu prod, genre gestion des tâches quoi, du planning et des trucs comme ça. Après, j'ai fait du rig, un peu d'anime, du light et tout le compo. Et puisque c'est toi qui as eu l'idée originale du film, est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as eu cette inspiration pour faire La Meute, pardon? Ma vie et et ce que enfin, tu sais, en tant que fille, tu partages souvent ce genre d'expérience avec d'autres personnes, donc plus des témoignages, des trucs que tu lis sur Internet, voilà. Donc c'est un sujet assez sombre et c'est parce que tu l'as vécu que tu as décidé d'en parler à travers ce projet. Ouais, j'ai pas vécu exactement ce qui se passe dans le film. Hein. Je vais pas faire un film sur ma vie non plus, mais mais ouais, disons que c'est plus les sentiments que j'ai ressentis à certains moments de ma vie que j'ai voulu transcrire, tu vois, dans le film à travers certaines scènes, quoi. Tu vois, le truc un peu angoissant, un peu, comment on dit, tu vois, confiné là, où la fille a pas trop le choix et tout, plus tout ça, quoi. Et du coup, est-ce que ça a été une idée acceptée assez facilement par la pédagogie et les professeurs ou vous aviez dû un peu vous battre pour le faire?
Non, du coup, nous, c'était une année un peu marrante. Enfin, marrante. Je peux dire marrante, mais disons que quand on a, parce que je sais pas si ça a changé, mais normalement, c'est chaque étudiant présente une histoire et les profs ont choisi genre 16 et après, il y a une sélection sur les 16 et pour déterminer les derniers films finaux. Et nous, l'année où on a présenté nos premiers films, ils ont pas du tout aimé les premières histoires qu'on a présentées, donc on a tous dû représenter une deuxième histoire. Mais moi, mon film, il l'avait quand même bien apprécié dès le début, donc du coup, c'était cool. C'était l'une des histoires où ils ont dit, ok, celle-là, ça passe, ça passe. On va la travailler un peu parce que genre, j'avais pas osé aller trop à fond. Genre, par exemple, le flic qui se transforme en loup et tout ça sur la première version, j'avais pas osé y aller parce que je savais pas à quel point c'était bien de le faire, est-ce que ça allait être mal compris, mal interprété, tout ça. Mais du coup, ils m'ont poussé plutôt dans le bon sens. Enfin, c'est plutôt eux qui m'ont dit va plus loin, qu'ils m'ont retenu dans mon truc, quoi. Bon, ça n'a pas été censuré, ça a vraiment plus été mis en avant. Non, pas du tout. Enfin, avec Francis, du coup, il est hyper ouvert au dialogue. Du coup, il y a plein de trucs où justement, moi, je savais pas si je devais en parler, comment en parler, tout ça. Et ça a été vachement. Enfin, moi, ils ont plus essayé d'écouter ce que j'avais à dire et ce que je voulais vraiment faire passer comme message. Et avec ça, on a construit un peu l'histoire ensemble, quoi. Et genre, il y a eu plus des trucs c'était vraiment plus du comment on aménage le film, genre quelle scène on met avant laquelle et tout ça, qui a été vraiment genre un peu le problème au moment de l'écriture, si on peut dire un problème, mais que vraiment le fond du film, de l'histoire. Et ça n'a pas été trop dur d'en parler ou de vivre toute cette production, ça n'a pas été trop dur pour vous mentalement? Je sais pas, Antoine, si tu veux répondre un peu. Dur mentalement, je dirais pas forcément parce que moi c'est pas quelque chose que j'ai évidemment vécu moi-même. Après, c'est vrai que dans les faits, c'était assez lourd de travailler sur un projet comme ça. J'ai beaucoup d'amis qui ont vécu des trucs assez graves moi-même que je peux relater dans ce film. Mais dans l'ensemble, oui, c'est sûr que c'était pas. Disons que c'était sympa de travailler sur ce film, mais il y avait tout un côté un peu lourd au quotidien. C'était pas toujours super fun, et du coup, il a fallu qu'on essaye de trouver un peu de légèreté pour travailler dessus, disons. Mais ouais, c'était voilà, c'était pas le mood le plus fun. On n'était pas, on n'a pas fait à l'article de l'amour, quoi. C'était pas aussi comique, on va dire. Mais après, il y a un moment donné, je trouve, où l'histoire, tu la connais, tu sais ce que tu racontes dans ton film, mais t'es tellement dans la technique, il faut rendre tes plans, il faut faire ton light, que je trouve que t'as vraiment le côté technique qui, au bout d'un moment, prend le pas sur le fond de ton histoire, quoi. Quand t'es dans la prod, et tu vois. Tu fais. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Moi-même, là, les films sur lesquels je travaille actuellement, c'est vrai qu'au final, même si l'histoire parfois peut m'importer, même si parfois je suis dans le truc que je fais, au final, quand je fais la tech anime sur Game of Thrones, c'est vraiment juste bouger des dragons et puis voilà, quoi. Ok. Donc Victoria n'est pas là, mais c'était quoi vos inspirations pour le storyboard, un peu les inspirations cinématographiques que vous aviez en tête? Vas-y, si tu veux. Connaissant Agathe, je sais que il y a beaucoup de, en tout cas pour la partie DA, je sais qu'elle s'est énormément inspirée de, j'ai oublié son nom, le type qui a fait Spider-Verse, qui a fait la DA de Spider-Verse. Je vais essayer de retrouver ça, mais oui, voilà, la DA a beaucoup été inspirée de Spider-Verse et beaucoup aussi de ce court-métrage de Love, Death and Robot. Comment il s'appelle déjà le court-métrage? Ouais, je suis en train de regarder, j'arrive pas à voir son il s'appelle, c'est quelque chose comme la poursuite ou un truc du genre. Le film, c'est The Witness. The Witness, voilà, exactement, The Witness.
On s'est beaucoup inspiré de The Witness. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. C'est cette espèce de court métrage avec une fille qui porte juste une espèce de peignoir sur elle et qui se met à fuir un mec ou qui se met à poursuivre un mec. Je sais plus exactement, mais en tout cas on s'est beaucoup inspiré de ça pour de manière générale. Pour le reste, bah, je te laisse en parler, Louise. Ouais, du coup, le gars, c'est Alberto Mielgo, j'ai checké son nom. Voilà. Voilà. Et ouais, après, ouais, dans l'ADA, c'était ça. Après, moi, dans l'écriture, bon, ça ressemble pas tant, mais j'aime beaucoup Jérémy Clapin ou ce genre d'artiste qui, je trouve, je sais pas, ils sont forts dans ce qu'ils racontent. Donc, c'était un peu ces gars-là. Et après, en termes de films, qu'est-ce qu'on avait pris? Je suis désolée, c'était il y a un moment, je me rappelle plus. Mais c'est vrai que ça date. Ouais, ça date un peu. Mais ouais, bon, c'était globalement quand même The Witness, au moment où on a fait le film, c'était un peu genre le top de Love, Death and Robot, donc il y a eu pas mal de gens qui avaient ça en tête, quoi, au moment où on a fait. Voilà. Ah, Victoria. Bonjour Victoria. Excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Fais-nous une petite présentation, disons ce que tu fais et tout. De ce que j'ai fait sur le film, vous voulez? Ce que tu fais dans ta vie plutôt maintenant, ce que tu as fait après le film. Après le film, j'ai commencé à travailler en freelance, en particulier pour la boîte en Angleterre qui s'appelle Painting Practice. Et je fais principalement de la modé et de la texture. Voilà. Et c'était quoi ton rôle exactement dans le film? Et dans le film, j'ai aidé au tout départ de la production avec Louise et notre DA à mettre en image le storyboard du film. Après, j'ai aidé à faire la conception avec les tout premiers sculptes de l'antagoniste, enfin des antagonistes principaux, les loups. Et après, je me suis surtout beaucoup occupée de la mise en place de certains décors et de la texture de ceux-ci. Voilà. En gros. Louise, c'est toi qui as travaillé le plus sur les personnages, enfin sur le personnage. Tu as fait le modeling, le rigging et l'animation. Est-ce que tu peux nous parler de tes difficultés et tes défis en termes de tout ce qui est animation ou même le modeling, s'il y a eu des soucis par rapport à cela? Tu me poses la question à moi, hein, modeling, ce qui était galère, c'est t'as un dessin 2D et tu dois faire une modé, quoi. Ça, c'était pas simple. Parce que on sait pas trop ce qu'on avait été habitué à faire avant. Enfin, en gros, voilà, si. En fait, en troisième année sur mon film, pareil, j'avais fait la modé, mais c'était moi qui avais fait les dessins. Du coup, t'arrives un peu plus à savoir ce que tu veux quand c'est toi qui dessines. Là, quand c'est le dessin de quelqu'un d'autre, c'est un peu plus compliqué. Et après, en quatrième année, pareil, j'avais fait la modé du perso, mais c'était reproduction d'une séquence d'un film qui existait déjà. Du coup, t'as déjà le perso qui existe en 3D, donc vachement plus simple pour comprendre les volumes. Donc ça, c'était compliqué pour la modé. Pour le rig, en vrai, ça a été, c'était pas si pire. Ça s'est plutôt bien passé, je réfléchis, mais peut-être le truc un peu galère, c'était sur le policier que, et comme il était un peu gros là, c'était un peu compliqué de faire les influences de rig là, mais ça va quand même. La fille aussi, c'est pas moi qui me suis occupée, la fille, mais Louane, elle a pas mal galéré avec la jupe et tout parce qu'il y avait pas mal de peinés. Dès qu'on l'a bougé, forcément avec les vêtements, c'était un peu compliqué. Et après, l'anime, je pense que ce qui a été compliqué, c'est que c'était des persos semi-réalistes et du coup, l'anime semi-réaliste, pareil, on en a fait, hein, mais c'était pas, au niveau des expressions et tout, c'est quand même vachement plus compliqué à gérer que du cartoon, je trouve. Enfin, perso. Ça dépend des gens, mais t'es vachement plus dans la subtilité, quoi. Et c'est vachement plus compliqué d'avoir une émotion juste sans l'exagérer trop, mais tu vois,
le bon truc, quoi. Donc, je dirais que c'était ça. Ouais, vraiment, pour moi, c'était ça. Après, bah, voilà, les modèles des persos, elles sont pas parfaites. Donc, du coup, t'as les galères de quand t'animes des trucs, ça fait pas beau. Donc, faut gérer le truc. Mais je pense que c'est comme dans tous les films de 5e année, on fait au mieux, quoi. Il y a des trucs qui marchent pas exactement comme on veut, mais c'est normal. C'était quoi tes références pour l'animation? Est-ce que vous êtes filmé ou Ouais, bah ça, du coup, c'est Charline qui a quand même été, je pense, à 70% sur l'animation. Et qui est hyper forte en acting. Du coup, elle a filmé énormément de rêves de elle pour aider ceux qui faisaient de l'anime derrière. Et du coup, c'était cool. On avait pas mal de rêves d'elle qui faisait un peu tous les persos. Après, on a eu j'ai oublié son prénom, un intervenant qui est venu, qui doit toujours venir. Je sais plus son prénom. Je sais pas si vous en rappelez les autres. Non. Ce gars-là, du coup, très sympa, qui nous a vachement aidé sur des scènes où c'était un peu compliqué, où il y avait peut-être un peu plus d'interaction avec les personnages, où on savait pas exactement, je sais pas qui commençait, quel mouvement on voulait, tout ça. Donc ça, il nous a pas mal aidé aussi. Donc nos rêves, c'était plus nous que autre chose. Parce que comme du coup, c'était des films réalistes, c'était plus facile de nous filmer nous que d'aller chercher un truc sur Internet ou je ne sais quoi. Je me souviens que Charline, à chaque fois qu'on rentrait ensemble, elle me disait, ouais, en gros, elle prenait son copain et elle lui disait, ce soir, tu vas me filmer en train de faire tel ou tel truc, et elle revenait le lendemain avec le footage d'elle qui s'était fait filmer par son mec, et elle faisait ça tous les soirs, c'était assez drôle. Ouais. Bah, justement, la semaine où il la prend au cou, là, le loup, ils l'ont filmé pour de vrai, du coup, et son copain l'a vraiment balancé contre un mur pour avoir le bon timing. Elle a dit que c'était fait un peu mal au dos et tout. Mais, elle va très très bien, rassurez. Ils sont encore ensemble et ils sont très heureux. Oui, justement, la scène où elle est plaquée dans le métro, on voulait savoir comment vous êtes pris pour ce lighting, parce que c'est assez impressionnant et c'est plutôt réussi. Merci. Il y a une grosse part de lighting et il y a aussi une très très grosse part de compositing sur le lighting. Alors en réalité, le lighting est assez simple en tant que tel. Je pourrais pas te refaire une description détaillée de comment est-ce qu'on avait fait ça, mais globalement, ce que je peux te dire, c'est que oui, en effet, on utilisait des lights animés dans le métro. C'était vraiment un système tout con. En gros, t'avais deux lights qui se suivaient l'une et l'autre. Et Louise, je crois que après ça, toi, t'as rajouté des flares sur Nuke, il me semble. Mais ouais, voilà, il y a aussi une très grosse partie de compositing dans ce lighting. Ouais, en gros, tout le lighting du métro, il est quasiment identique. C'est vraiment ces deux lights là qui bougent avec des locateurs constamment. Là. Et après, c'était du light, assez classique, quoi. Genre, c'est trois lights qui t'éclairent les persos un peu de chaque côté là. Et après, le compo dans le métro, il jouait pas mal parce que l'ambiance était un peu trop bleutée au final quand on la ressortait du light. Du coup, on a vachement plus boosté les verts et un peu accentué les rimes, quoi, pour ça pète un peu plus. Mais ouais, en fait, c'est pas très compliqué. Ce qui était vraiment fun, c'était surtout toute la partie rendue parce que il y avait toutes ces histoires de il y a une scène en gros où t'as une réflexion et alors ça je me souviens j'avais galéré parce que alors je me souviens plus exactement qu'est-ce qu'il fallait pas, mais c'était super chiant d'avoir à la fois les personnages dans la vitre et je me demande si à la base on voulait pas les voir dans la caméra et dans le reflet ou un truc comme ça, mais ça avait été une galère cette scène. Je me souviens plus exactement de pourquoi, mais je m'étais bien creusé la tête sur le rendu du métro. C'était assez fun. En fait, on avait rendu la meuf d'un côté et la vitre de l'autre. On avait flippé la meuf pour faire semblant que c'était son reflet. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres scènes qui étaient difficiles en termes d'éclairage ou c'était les plus difficiles?
là. On a eu un peu de mal à mettre en place l'éclairage au début parce que c'était. Je pense que Louise avait une idée très précise de ce qu'elle voulait et Agathe aussi, et ça se rejoignait pas toujours. Et du coup, je me souviens qu'au début, on était tout le temps un peu en train de discuter les uns les autres. Il y avait un peu une espèce de ping-pong qui se faisait entre moi qui donnais un lighting à Louise et qui me disait non, c'est pas forcément ce que je veux. Moi qui revenais vers Agathe et qui disait ouais, j'ai refait ça, et Agathe qui était là genre non, c'est pas comme ça que je t'avais dit de le faire et tout. Et du coup, dans l'ensemble, le lighting n'était pas extrêmement compliqué, mais c'est juste qu'on a mis beaucoup de temps à rechercher ce qu'on voulait en termes de lighting et en termes de compositing aussi, beaucoup. Ça a pris énormément de temps. Je me souviens que sur la fin, vraiment, quand on a dû rendre l'intégralité du film, on a dû le faire un peu au poil de cul parce que jusqu'à la dernière minute, on était en train de discuter de ce qu'on voulait comme attention sur le lighting. Et puis la lumière a un aspect très fort dans la manière dont on raconte l'histoire. C'est presque un personnage en lui-même parce qu'il t'explique des trucs. Des fois, par exemple, juste quand elle est avec le policier, le fait qu'il y ait des rayures sur elle, ça montre quelque chose. Et nos refs, à la base, venaient d'un lighting très fort. Et donc, ça a été des retouches jusqu'à la fin parce que c'était quelque chose qui nous tenait vraiment à cœur pour raconter ce qu'on voulait raconter. Ouais, en fait, au niveau de toute la production. Ouais, c'est plus l'ambiance de lighting qui a été compliquée à voir que la technique de comment on a mis en place. Tu vois. La technique, ça restait du truc. Il y avait pas des trucs hyper compliqués, quoi. Si on va vraiment sur genre la base du truc, ça allait, quoi. C'est vraiment plus l'ambiance lumineuse qui a été galère à savoir comment on la faisait, quoi. Enfin, désolée, j'ai le message de Gabriel qui me frappe en même temps, ça me perturbe. Donc, ouais. Vous aviez des références particulières pour le Lightning ou pas? Est-ce qu'on avait des références particulières pour le lighting? Ouais. Alors, on en avait pratiquement pour chaque plan des différents. Ouais, pour le métro, par exemple, je me rappelle, on avait pas mal le Joker. Oui, c'est vrai, oui. Fanella, là, qui était trop beau, quoi. Le Joker, magnifique comme film. Et donc ça, c'était bien. Après, genre, comment ça s'appelle? Le commissariat, là, on avait plus trouvé des références sur Internet, Workstation. Je sais qu'à la base, à la toute base, j'étais partie de la scène de Harry Potter quand il est au tout début du film, quand il est sous l'escalier. Il est strié par la porte qui est à côté de lui. Et ça explique le fait qu'il soit enfermé à l'intérieur de sa propre maison. Et moi, j'étais partie de cette idée à la base pour expliquer le fait que le personnage se sente enfermé dans le commissariat. Ouais. Donc, l'idée partait de ça à la base. On a itéré avec d'autres exemples après au fur et à mesure. Alors, on sait que le sound design, c'est 50%, c'est ce qui fait 50% du film, et on voulait savoir comment tu as réussi à construire une ambiance sombre pour l'ambiance de ce film. Alors l'ambiance, ça fait aussi par la musique. Je pense que c'est la musique qui rend le truc très très sombre surtout. Mais non, la construction du son, c'est fait vraiment par petits bouts. Hein. C'est vraiment plein de petits trucs, petits sons qui viennent s'ajouter, qui viennent créer une ambiance. Je pourrais pas vraiment dire comment j'ai réussi à créer un truc sombre. C'est plus si éventuellement pour les bruits du métro, etc. Tu cherches des trucs les plus angoissants, les plus crispants possibles. Non, les bruits les plus malaisants possibles, quoi. Aussi, j'ai un petit peu accentué, enfin, je sais pas vraiment si c'était vraiment fait pour, mais j'avais un peu l'habitude de mettre des sons sur tout et n'importe quoi, ce qui est pas censé vraiment être le cas. T'es pas censé mettre, par exemple, des bruits sur la chaise, tu vois, c'est plutôt rester en arrière-plan, mais rien que d'accentuer des petits bruits pervers comme ça, ou comment dire, parasites, ça vient gêner l'éditeur, et du coup ça crée un peu le malaise. Au début, j'en mettais un petit peu trop comme ça, puis je crois que c'est Louise avant qui m'a dit ouais non vas-y laisse-le, c'est bien, c'est un peu gênant, du coup c'est cool, ça marche bien. Voilà.
Et est-ce que tu avais des références ou pas du tout? Non, ou c'est pas au du tout. feeling? C'est au feeling. Je sais même pas si je sais même plus pourquoi je m'étais proposé de le faire en fait. Enfin, j'aimais bien, mais je pensais pas que j'allais le faire en entier, honnêtement, parce que je voyais beaucoup de gens qui passaient un peu ce taf-là à d'autres personnes qui étaient volontaires. Hein. Mais j'avais pas forcément de référence. J'ai dû en faire un ou deux effets sonores et puis ça m'a plu. J'ai voulu continuer à le faire en entier. Si je peux éventuellement vous balancer une anecdote un peu amusante, c'est qu'à un moment, j'avais des bruits, enfin, il y a une bibliothèque, que Superfocom a, ou a à disposition, j'ai envie de dire. Et, dans le film, elle marche beaucoup. Et à un moment, je voulais du coup des bruits de pas qui fassent des échos. Et j'en trouvais aucun de bien. Du coup, je me suis dit, ok, il faut que j'apporte le micro, soit dans un métro, un truc comme ça, tu vois. Sauf qu'il y a de l'écho. Sauf que je pouvais pas partir avec le micro, quoi. Il y a une rallonge, je pouvais pas partir avec. Donc le plus long où je pouvais aller, c'était si tu veux dans les escaliers à côté de là où vous travaillez. Mais c'était pas terrible non plus. Donc ce que j'ai fait, plutôt que de devoir ramener le micro au béton, j'ai ramené du micro au béton. Non, j'ai ramené du béton au micro, je veux dire, pardon. Je sais pas si vous savez, mais juste à côté de la serre, il y a genre une espèce de route un peu pavée avec des espèces de je sais pas comment dire, de morceaux de route là qui traînent, qui sont toujours là depuis 5 ans. Et je me suis dit, bah vas-y, tiens, c'est pas il y en a un qui fait quoi, même pas 1 ou 2 kilos. Donc j'ai ramené littéralement du bitume dans la salle d'enregistrement et j'ai marché dessus un peu pour faire les bruits que je voulais. Et ça a trop bien marché, donc du coup j'étais super content de ça. Donc voilà. Et après, juste pour rebondir sur ce que disait Gabriel, aussi, on a eu la chance d'avoir du coup un compositeur qui nous a aidé pour la musique et qui a été vraiment hyper engagé dans le film, qui nous a vraiment très rapidement donné des premières versions et tout. Ça nous a vachement aidé à nous plonger dans l'ambiance, je pense. Il était honnêtement, c'était vraiment génial parce que tout concordait. Genre c'était un mec, il travaillait à Shanghai, mais il nous a dit j'habite à Valenciennes et je reviens pile poil quand vous serez en mode sound design. Donc ça tombait trop bien. Le mec fait du théâtre, je crois, ou un truc dans le contemporain, donc vraiment c'était vraiment son genre. Il était très à l'aise dans ça et vraiment c'était parfait. Ouais, le compositeur a vraiment fait énormément dans ce film. Tout à l'heure, on parlait un peu du lightning et de tout ce qui est compositing et tout ça. Et du coup, est-ce que vous vous souvenez du temps de rendu que ça vous donnait avec tout ça? Très très long. Ça dépend vachement des scènes. Tu peux pas faire un truc. T'en avais qui étaient longs, tu sais, ça prenait un week-end. Ça prenait une soirée. Ça dépend du plan. Dans l'ensemble, je dirais que, alors je peux pas faire une estimation de combien de temps on mettait par frame, mais je sais que malgré tous les allers-retours qu'on a fait sur le lighting et tout ce qu'on a fait, on a eu on a réussi à non seulement respecter la deadline, mais en plus on était un peu en avance sur les rendus finaux. J'ai même eu l'occasion de prêter nos lames à un autre groupe parce qu'on était un peu en avance. Mais je sais que ça avait été pas trop mal optimisé au final. J'étais assez content de ce que j'avais fait en rendu, mais de là à dire exactement combien de temps ça mettait pour une frame ou quoi, alors ça c'était vraiment il y a trop longtemps. Ouais. Je sais juste que au final, moi j'avais vraiment beaucoup parlé avec les profs de lighting et de rendu, et on avait réussi à super bien optimiser les scènes. Ça allait relativement vite avec évidemment tout le matos et toutes les proportions gardées qu'on peut s'imaginer lors d'un rendu comme celui-là, quoi. Il y a surtout que vers la fin, toute l'équipe ayant fini chacun ses tâches, on s'est vraiment tous mis dessus et on a tous respecté notre schedule de rendu. On a donné des scènes à vraiment chacune des personnes du film qui pouvaient les envoyer sur les lames de rendu. Et ça, le fait qu'on respecte tous nos envois a permis qu'on ait une chaîne continue de rendu qui se lance à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Ouais. Donc ça nous a permis de pouvoir garder une cadence assez folle, mais parce que je pense que en plus c'est un peu fou qu'on ait réussi à finir dans les temps et avec un peu de marge, parce que notre film étant sombre, je pense que nos temps de rendu sont un peu plus longs que la moyenne. C'était super noisé.
Ouais, et donc bon, ça, en post-prod, on a joué entre le noise et le temps de rendu qu'on pouvait avoir et la lumière. Un truc qui nous a bien sauvé aussi. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'on l'a utilisé sur la meute. J'avais trouvé un logiciel. En fait, c'était tout con. Ça te faisait des scripts qui t'envoyaient les rendus en batch les uns après les autres. Aussi. Et on s'était pas mal servi de ça en fait. Je saurais plus te dire exactement comment ça fonctionnait parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de rendu sur Arnold, mais en gros l'idée c'est que ça t'envoyait les rendus les uns après les autres et toujours avec les mêmes paramètres et tu pouvais modifier à chaque fois ce que tu voulais, tu pouvais rajouter des flags et tout et c'était super pratique parce que ça nous a tout envoyé parce que on faisait aussi beaucoup de rendus sur les PC parce qu'il y a un moment où il y avait plus de place dans les lames de rendu et ça nous a vraiment bien sauvé la vie. Ça nous a permis de vraiment avoir un espèce de flux continu comme dit Victoria sur les rendus. Moi, pendant un beau moment, j'essayais même d'aller chercher des PC dans les salles des 4e années. Enfin, j'ai fait beaucoup d'allers-retours pour essayer de trouver le plus de machines possible pour le plus de temps possible qu'on pouvait avoir. Ce qu'on veut dire, c'est qu'au début, vous allez rien comprendre à la fin, mais à la fin, vous allez devenir des experts. Ouais, mais vraiment, comme disait Victoria, s'organiser dans les rendus, c'est quand même malin, quoi. Ouais, vraiment. C'est au dernier moment, quoi. Mais c'est vrai qu'on est devenus des experts du rendu. Enfin, moi, justement, le premier truc, le premier taf que j'ai fait après Rubica, c'était du lighting et particulièrement du rendu. Et c'est un truc qui m'avait vraiment plu à l'époque. Bon, au final, maintenant, je suis dans les CFX et ça me plaît encore plus. Mais ouais, bien sûr, on s'est vraiment bien saucé sur le lighting et le rendu sur ce film. C'est la dernière ligne droite du projet. Et à ce moment-là, faut pas se rater. Et de manière générale, c'était quoi vos plus grandes difficultés dans la production et comment vous les avez surmontées Le manque de temps. Mais non, je pense, perso, je pense que c'est un peu chacun, mais t'as des ambitions au début du projet. En plus, nous, on était au moment du Covid, donc l'école, elle fermait plus tôt, machin, c'est un peu galère. C'est plus, faut se rendre compte de ce que tu as envie de faire et de ce que tu peux faire et que c'est un peu plus bas et que c'est pas grave mais que sur le coup c'est chiant mais voilà, faut s'y faire. C'est plus ça quoi qui est un peu dur je trouve. Est-ce que du coup comme vous manquiez de temps il y a des plans qui ont été supprimés par manque de temps ou Non, le film, il pouvait pas fonctionner. Tous les plans, ils étaient utiles. On a raccourci quand même pas mal le scénar. On l'a concentré un peu au début pour, justement, t'as un nombre de plans un peu à pas dépasser si tu veux être sûr de rendre ton film, quoi. Si tu vois trop gros, tu meurs, globalement. Mais non, nous, si on coupait des scènes, en fait, le film, il avait plus trop de sens, je pense. Donc, à un moment donné, tu t'y tiens, t'as ton storyboard, du coup, c'est là où tu fais un peu des concessions, quoi. Tu vois, si tu veux tout rendre, il y a des trucs que tu fais moins bien ou tu fais au mieux. Enfin, tu vois, c'est un peu ça, mais au moins t'as ton film en entier, quoi. On a eu de la réécriture, pas mal, mais ça a permis de fluidifier le tout. La fin a été refaite au moins 2 fois presque en entier, il me semble, d'après mes souvenirs, je crois. Ouais. Mais c'était pas pour couper, pour juste couper par manque de temps. C'était fait pour avoir une meilleure compréhension de l'histoire globale. C'était pas. Après, on savait qu'on était un gros projet, et dès le départ, les profs nous ont dit vous allez galérer, parce que ça va être compliqué. Mais on s'est lancé dedans en sachant que vers la fin, il allait vraiment falloir qu'on tire tout à 4 épingles. Vous avez géré comment votre emploi du temps pour essayer de rentrer dans les timings de l'école? Je te laisse, vas-y. Non, vas-y, je te laisse répondre. Du coup, moi, je suis un peu une freak du Excel, là, quand même. Donc, je passais ma life dessus.
Mais je pense déjà si tu as une bonne vision de ton projet et que tu es un peu relou, ça aide. Mais déjà ça. Et après, moi, je suis assez contre tous les trucs de il faut faire des nuits blanches en veux-tu en voilà là parce que je pense pas que ça aide le projet. Mais c'est plus essayer d'être efficace dans ce que tu fais, quoi. Alors, t'es à l'école je sais pas les horaires, je me souviens plus, mais de 9h à 18h et travail de 9h à 18h. Déjà, c'est bien. Je pense c'est un peu ça, quoi. Respecter tes deadlines et travailler quand t'es sur place. Je pense. Déjà, c'est bien. Si je me souviens bien, on a eu assez peu de crunch sur ce film. On n'a pas fait énormément d'overtime. Sur la fin, moi, j'avoue que sur la fin, j'étais très stressé et on avait beaucoup à faire avec le rendu une fois de plus. Mais dans l'ensemble, on a réussi à vraiment sortir ce film sans rester à des heures pas possibles à l'école. Je sais que Agathe au début, elle restait quand même pas mal, mais dans l'ensemble, je rentrais souvent avec Charline et ça arrivait rarement qu'on rentre au-delà de 19h, quoi. Et on n'est pas tant revenu, pardon, on n'est pas tant revenu, enfin en tout cas pour ma part et je sais pour quelques autres personnes, on faisait pas plus d'heures pendant les week-ends. C'est venu vraiment vers la fin, parce que, et je pense que grâce à Louise aussi, beaucoup le fait qu'il y ait quelqu'un qui soit vraiment constamment derrière les deadlines et qui vérifie que tout soit rendu au bon moment pendant absolument toute la production, bah au moins t'es pas submergé au bout d'un moment parce que tu t'es pas rendu compte que il fallait finir ça avant ça, du coup tu dois faire avec. Reposez-vous, c'est très important, malgré les deadlines et malgré les projets à rendre, passer du temps à vous reposer et à prendre soin de vous, c'est super important, vraiment. Et même si vous avez de grandes ambitions, tant que vous savez jusqu'où vous voulez aller et que vous pouvez l'agencer dans votre emploi du temps, c'est ça qui va vous permettre d'arriver jusqu'au bout. Et c'est pas de se dire ça va peut-être passer. Oh. Et quand vous travaillerez, refusez les overtime aussi. C'est pas bien. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Enfin, un peu, mais faites attention à vous, faites attention à vous. Après tout ça, qu'est-ce que vous retenez de votre 5e année au final à Supinfocom? Et plus précisément, est-ce que vous pouvez détailler ce qui vous a aidé dans votre carrière par la suite? J'ai pas tout à fait compris la question. T'as dit qu'est-ce que vous regrettez? Je vais la reformuler. Qu'est-ce que vous avez retenu de votre 5e année à Rubica et quelles sont les compétences qui vous ont aidé plus tard dans l'entreprise, dans les entreprises dans lesquelles vous êtes? Que travailler en équipe, c'est... Pardon, vas-y. Merci. Ouais, non, le travail d'équipe, c'est incroyable, vraiment. Enfin, de dire qu'à 7, on a pu faire ça, c'est ouf. Et dire qu'il y avait des équipes à 5 en plus, c'est assez dingue. Ouais, non, vraiment, je pense, quand tout se passe bien, quand il y a une bonne communication, quand on arrive à vraiment être en symbiose, t'arrives à faire des trucs de dingue. Donc, on peut se dire que vraiment une petite équipe comme ça, on n'arrive pas à faire grand chose, mais si. Moi, je trouve ça assez extraordinaire que juste avec cette petite équipe-là, on soit arrivé à faire ça. J'ai dit genre 5 fois la même chose, mais en gros, ce que je veux dire, c'est que voilà, ce que j'ai retenu le plus de cette 5e année, c'est que, enfin 4e année aussi, c'est que vraiment avec une équipe réduite, on peut faire vraiment énormément de choses. Moi, il y a un truc que j'ai beaucoup retenu, c'est surtout, en gros, j'ai trouvé personnellement qu'au niveau de l'ambiance de classe, la 5e année, c'était la plus détendue. C'était certainement le moment où il y avait comme dit Gabriel, il y avait une espèce de symbiose, pas juste au sein de l'équipe, mais au sein de la classe. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris dans le sens où je me rends compte aujourd'hui que avoir une bonne cohésion d'équipe en général et aussi avec tout ton département, toute ta boîte ou quoi que ce soit, c'est un truc qui vraiment va faire en sorte que les gens sont plus heureux. Et comme les gens sont plus heureux, ils vont produire un meilleur travail. Il y a de l'entraide qui se crée, il y a de la communication qui va se faire. Et c'est vraiment super important d'avoir une bonne cohésion de classe, je pense.
d'avoir tout un espèce de petit groupe qui se crée. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que j'ai ressenti de la 5e année. C'était vraiment le truc qui m'a le plus appris, je pense. Parfois, il faut un peu ranger son ego de côté et essayer de bien travailler avec les autres et d'être plus cordial avec tes amis, avec les autres gens de ta classe et tout ça. Mais vraiment, ouais, c'est quelque chose de très important qui m'a beaucoup appris sur la 5e année. Et après, d'un point de vue technique, le fait d'avoir charbonné comme un malade sur Arnold pendant toute une année, bon, les 5 ans de Rubica bien sûr, mais pendant toute cette année, ça m'a énormément aidé ensuite dans les travaux que j'ai accomplis plus tard, dans les travaux que j'ai accomplis plus tard. Par exemple, la première fois que j'ai fait du lighting en dehors de Rubica, on m'a mis sur un logiciel qui s'appelle Viray. J'avais très peu touché à Viray en dehors de Rubica. Et au final, le fait d'avoir vraiment bien charbonné Arnold, ça m'a permis de juste faire la transition de l'un à l'autre sans vraiment me poser de questions et sans avoir le moindre problème. On a un prof qui avait dit une fois, les logiciels de 3D, c'est comme une cuisine, elles se ressemblent jamais, mais il y a toujours les mêmes ustensiles et les mêmes ingrédients dedans. Faut juste apprendre à faire la bouffe dedans. Bah voilà, c'est un truc que j'ai retenu et c'est vrai, c'est vrai. Je vais vas-y, continue après. Parce que j'ai pas grand chose de plus à dire. Je pense que tout a été à peu près dit. L'école nous donne d'extrêmement bonnes bases sur lesquelles on peut après se développer. J'ai un chat qui passe dans le background. Pardon. Ouais, enfin, oui, la cohésion d'équipe, ça permet d'apprendre à mieux communiquer et vraiment se rendre compte que on est un maillon de toute une chaîne qu'il faut respecter pour que tout marche. Mais voilà, de mon côté. Et pour moi, vous verrez en prod, hein, mais là c'est quand même fou en 5e année de pouvoir faire un film de A à Z, parce que en prod tu restes dans ton coin quand même, tu fais pas trop t'as pas de marge de décision sur les autres trucs, donc c'est un peu frustrant parfois. Donc ça c'est vraiment cool. Et après pareil, moi je bosse plus sur Maya, là je suis sur Katana et en fait l'école ça t'apprend à être hyper modulable, quoi, hyper adaptable. Moi Katana quand je l'ai ouvert c'est un logiciel de travail que en notes, quoi. Je me suis dit, oh putain, comment je vais faire? Et en fait, en 10 jours, tu l'as et tu peux faire du light comme avant. Enfin, voilà, c'est juste, comme disait Antoine, quoi. C'est vraiment pas la même interface, mais c'est un peu le même mode de fonctionnement. Du coup, ça, à l'école, ça t'apprend quand même, ouais, à t'adapter, savoir faire vite, être efficace. Donc, ouais, c'est bien. C'était quoi vos cours et workshops que vous avez préférés durant Super Infocom Rubica? Moi, la masterclass de compo, mais parce que le gars qui l'a fait, il est absolument incroyable. Mais mais ouais, c'est un ouf. Il est vraiment, c'est un dieu du compositing, quoi. Et il a bossé dans les plus gros studios du monde, là. Et en plus, c'est un mec hyper gentil. On s'est un peu écrit après l'école et tout. Donc, vraiment, lui, s'il revient, allez-y, quoi. Si je puis me permettre, un cours que j'ai principalement que j'ai particulièrement kiffé, c'était le cours de Jérôme en FX. Gros bisous à lui d'ailleurs s'il nous entend. C'est vraiment, je pense, je veux dire, on a eu beaucoup de très très bons profs à Rubica, bien sûr. Hein. Je vous passe à tous le bonjour, mais c'est vrai que Jérôme, vraiment, son cours en FX est absolument génial. Je ne peux que vous recommander d'aller en FX et de suivre le cours de Jérôme. Ça nous a appris énormément de choses. Non seulement Jérôme est super sympa, c'est un super prof, il est super pédagogue et il apprend très très bien, mais en plus son cours est vraiment top. On apprend des choses absolument incroyables. Tu rentres dans sa classe, tu connais absolument rien en FX, t'as jamais touché Houdini, tu sais pas trop comment ça marche.
tu sors de là, t'es un fucking tueur en FX. Vraiment, big up à Jérôme. Moi, j'ai adoré ton cours, c'était super. J'espère qu'on se recroisera. Voilà. Je voulais faire un petit message pour Jérôme. Les autres? Vas-y, Gabriel. Bah non, mais je réfléchis, mais je sais pas. En fait, non, j'en ai pas vraiment une en particulier. Écoute, j'ai adoré la toute première masterclass de 3D que j'ai faite, juste parce que c'était la première fois que je faisais de la 3D. Je crois que c'était sur Maya ou 3ds Max, il me semble. Vraiment, j'avais adoré. Mais il y en a pas vraiment en 5e année, dont je me souviens. Donc ouais, désolé, c'est mon expérience, sorry. Et en fait, je me souviens aussi qu'on avait fait de l'animation, mais c'était pendant le Covid, du coup, c'était à distance, pas top. Pareil, on avait fait du rendu, je crois, mais pas vraiment de souvenirs, pareil, à cause du fait que ce soit à distance. Du coup, ouais, non, 5e année, j'ai pas de masterclass favorite, mais globalement, les masterclass qu'on a fait pendant toutes les scolarités non plus, parce que c'est vraiment les semaines, vraiment, on était à fond dedans, et tout, on se passionnait pour ce qu'on faisait, et on découvrait plein de trucs. Donc, pas une en particulier, mais globalement, bien kiffé. Et pour moi, je pense que je rejoins Gabriel aussi à ce niveau-là, même si je suis tout à fait d'accord et vu que j'ai pu suivre aussi les cours de Jérôme en FX. Il est très pédagogue et c'est très intéressant de l'entendre de passer tout son savoir et d'être. Puis en même temps, c'est comment est-ce qu'on dit c'est pas rébarbatif et à chaque fois qu'il commence ses cours en te montrant la fin. Et du coup, t'as des étoiles dans les yeux et t'as aucune idée de comment ça va se passer. Puis après, il t'explique étape par étape comment tu peux arriver jusqu'à un tel rendu. Et du coup, c'est très... j'ai quoi le mot en anglais? Parce que je parle en anglais toute la journée. Rewarding d'arriver jusqu'au bout. Voilà. Je voudrais juste rajouter concernant les masterclass, j'ai aussi suivi la masterclass de lighting de Thierry et elle m'a vraiment beaucoup appris. C'était super, autant techniquement qu'artistiquement, et je pense que il m'a vraiment beaucoup débloqué en termes de lighting et il m'a appris énormément de choses. Voilà. Ce serait quoi vos conseils pour un jeune diplômé à Rubica ou alors pour quelqu'un qui est en dernière année et qui va rejoindre le monde professionnel? Bon courage. Bon courage. Moi, j'ai quelques conseils, particulièrement si vous voulez vous mettre en freelance, faites-le, c'est super, c'est cool, c'est vraiment super intéressant. C'est un peu compliqué. Mettez-vous-y à plusieurs, genre si vous êtes plusieurs là à vouloir partir en freelance, n'hésitez pas à demander des conseils à des gens qui l'ont déjà fait. N'hésitez pas à demander des conseils à des potes qui sont en procédure ou quoi que ce soit, parce que c'est un truc qui est très compliqué. N'hésitez surtout pas à demander l'ACRE, c'est super important, ça va vous permettre de payer moins de taxes sur vos revenus. C'est un super truc, l'ACRE. Voilà, enfin genre, en tout cas, n'hésitez pas à vous mettre en freelance. Je sais que ça peut faire peur au début, je sais que ça peut être un peu bizarre d'être à son compte, mais déjà dans un premier temps, vous gagnez énormément d'argent quand vous êtes en freelance. On va pas se mentir, c'est top pour ce côté-là. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de papiers à faire, il y a beaucoup de démarches et il faut tout le temps renégocier ses contrats, ses prix, ses machins. Mais c'est vraiment, si vous pouvez partir en freelance, faites-le, c'est super cool. Et un autre conseil, si jamais vous devez partir à l'étranger, renseignez-vous sur comment ça fonctionne pour les visas. Quelles sont vos possibilités, qu'est-ce que vous pouvez faire, comment ça fonctionne. N'hésitez pas à envoyer tout le temps des messages aux boîtes quand elles vous font vos visas, parce que c'est toujours très compliqué. Moi, je me suis retrouvé dans une situation actuellement où je devais rentrer en France, mais je ne peux pas parce que ma boîte a oublié de renouveler mon visa. Oups, ça arrive. Mais du coup, si jamais vous partez à l'étranger ou quoi que ce soit, faites en sorte de vraiment toujours vous tenir au courant de tout ce qui se passe en termes de visa, en termes d'entrer dans le territoire et tout ça, parce que ça peut être très compliqué, c'est très bureaucratique, c'est très administratif et c'est super chiant. Voilà.
Et n'hésitez pas à demander de l'aide si jamais il y en a qui partent au Canada. Vous pouvez m'envoyer un message. Je pense que on vous filera nos mails ou quoi, mais n'hésitez surtout pas. Je dirais, si vous cherchez du travail, quand vous sortez que vous cherchez du travail, n'hésitez pas à vraiment envoyer un max de trucs tout le temps. Vous ne serez pas forcément pris là où vous voulez, mais dites-vous bien que du taf, il y en a partout. Il n'y a pas forcément ce que vous cherchez spécifiquement, mais il y en a partout tout le temps. Éventuellement, enfin, je sais pas si c'est fait ou quoi, il y a certains sites qui recensent les ouvertures de postes partout dans le monde. Vous verrez qu'il y en a vraiment partout tout le temps. Voilà. Donc, au début, il faut vraiment pas se tourner les pouces. Faut essayer, il faut demander partout, le plus possible, le plus souvent. Vous allez le trouver très rapidement, en général. Quant à moi, je dirais que c'est cool d'essayer plusieurs trucs. Là, moi, j'ai essayé la série, le long métrage, c'est quand même différent. Donc, c'est cool de tester un peu ce qui vous plaît le plus en termes de prod. Après, au début, ça peut faire un peu peur, d'arriver dans un studio, t'as l'impression que tu sais rien faire et tout. Mais globalement, les leads et les supes, ils sont, enfin, moi, en tout cas, ceux que j'ai rencontrés, ils sont toujours hyper sympas, hyper à l'écoute et du coup, ils t'aident quand t'es en galère ou que t'as oublié un raccourci parce que, je sais pas, il y en a 12 000 et que t'en as oublié un, c'est pas grave. Après, l'expérience à l'étranger, moi, je dis, allez-y, hein, parce que ça, c'est trop bien. Montréal, c'est une ville trop chouette. Il y a plein de studios qui font des trucs vraiment cool, donc pareil, ça peut faire un peu aider si t'es tout seul, et tout, mais enfin, bon, pareil, moi je suis à Micros, boîte française, mais on est 85% de Français, je pense. Donc, t'es pas tout seul, quoi. Quand t'arrives, les gens, ils ont la même culture que toi et ils ont les mêmes doutes, les mêmes problèmes à l'arrivée. Enfin, du coup, pas de stress, quoi. Et après, pareil, genre, moi, là, j'ai commencé en light, mais si vous voulez bouger, enfin, moi, je peux bouger de départ, c'est pas grave. Enfin, ça se fait aussi, genre, c'est pas parce que vous avez commencé dans un truc et derrière vous êtes bloqué, enfin, faut y aller à la cool, quoi. C'est un travail, mais tranquille. Vous serez beaucoup plus stressé, vous serez beaucoup plus stressé à Rubica que vous ne le serez au travail, je vous promets. Genre, vraiment, moi, je suis arrivé, j'étais comme ça, j'avais super peur de ce qui allait m'arriver, comme on allait me cuisiner et tout. Mes supes, ils étaient là, genre, ah bon, tu sais te servir des logiciels, ah bah c'est super, bah vas-y, hop, tu fais ça, et ils sont super compréhensifs, ils savent qu'on est des juniors, et en vrai, vous allez jamais autant bosser, en tout cas sur les 5 prochaines années, vous allez jamais autant bosser qu'à Rubica. Après, on verra. Mais les premières années de votre carrière vont être beaucoup plus cool que votre dernière année. Et après aussi, il faudrait rajouter un truc par rapport au film de 5e année. Je sais qu'on se met tous vachement la pression. Hein, c'est normal, c'est le film de 5e année. On t'en parle depuis que t'es bébé, là, que t'arrives à l'école. T'as l'impression que c'est le Graal. Mais s'il est pas top, s'il est un peu raté, c'est pas grave. Hein. Genre, moi, j'ai plein d'amis là qui ont fait des films un peu nuls au studio et ils sont dans le même studio que moi. On a le même taf, on est payé pareil. Genre, c'est qu'un film un peu raté, ça définit pas votre vie derrière. Donc, faut un peu lâcher prise aussi pour ça. Voilà. Moi, j'ai des collègues qui avaient honte de leur film, hein, vraiment. Ah ouais, moi j'en ai plein. J'en ai plein, je leur dis montre-le-moi, ils sont là, ah non, c'est mort. Voilà. On s'en branle. Et du coup, pour rebondir, excuse-moi Victoria, juste pour rebondir là-dessus, sachez que, je pense que tout le monde est à peu près au courant, mais l'école ne vous apprend pas tout, et c'est un métier dans lequel on apprend tous les jours, et sur lequel vous allez devoir, en plus avec les avancées technologiques qui vous poussent, il faut toujours faut vraiment avoir cette envie d'en savoir plus et d'en apprendre toujours plus. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir, d'occuper le poste que vous avez aujourd'hui ?
le fait de pouvoir partir à l'étranger. Non, c'est pas vrai. Non, le truc, c'est que moi j'avais été embauché pour, à l'époque ça s'appelait MPC épisodique. Ça n'existe plus malheureusement. On a été fusionné avec MPC. C'est pas non plus très grave, c'est cool aussi. Mais le truc, c'est que le poste qu'on me proposait était super cool parce que je pouvais enfin avoir une expérience à l'étranger. Moi, j'ai toujours rêvé de partir en dehors de France et vivre un truc un peu ailleurs. D'ailleurs, je trouve que le Canada, c'est pas assez dépaysant et j'ai envie de partir dans des trucs encore plus dépaysants maintenant. Ouais, c'est y a ça, et puis au-delà de ça, la boîte qui m'a embauché était vraiment super cool dans le sens où il y avait cet esprit de alors vous allez faire du CFX. Moi j'avais été embauché pour faire du CFX, et ensuite on m'a dit l'avantage c'est que dans la structure de MPC épisodique tu vas pouvoir aussi passer en FX, tu vas pouvoir passer en lighting, tu vas pouvoir faire un peu tout ce que tu veux, et l'idée c'était de fidéliser les employés. C'était vraiment super cool, et c'est un peu ce qui m'a décidé de venir. Et alors autant MPC épisodique n'existe plus, mais je sens que de plus en plus il y a cette idée de fidéliser les salariés. C'est très important d'avoir une boîte qui s'occupe bien de ses salariés, et quand je dis qui s'occupe bien de ses salariés, c'est pas juste qu'il y a un baby-foot qui traîne dans un coin. C'est bien d'avoir une boîte où t'as ton équipe ainsi que tes supérieurs et tes RH sont à l'écoute. C'est vraiment très très important. Moi, si je peux enchaîner, mon premier taf, j'ai été contactée après l'école par, je sais plus, 3 ou 4 boîtes différentes. Je me souviens plus. À la base, je voulais faire du comp, mais j'étais contactée surtout pour du light ou du light comp. Et le premier taf, ce qui m'a fait décider, c'est géographiquement où c'était, parce que ça m'arrangeait, Angoulême. Et après, la série, j'ai pas trop kiffé, moi. Série animée, là, c'est pas trop mon truc. Et du coup, quand j'étais contactée par Micros pour aller faire du long, je me suis dit trop bien. C'était un peu mon rêve d'aller faire du long métrage. Donc, moi, c'est un peu ça, mais je suis toujours en light et j'aimerais bien quand même passer en comp un de ces 4 là. Donc, c'est un peu mon goal là. Et après, voilà, c'est plus. Moi, je suis un peu en test encore là de ce que je veux faire. Ça fait qu'1 an et demi que je travaille. Je suis pas sûre d'avoir exactement trouvé ce que je voulais faire. Donc, moi, je suis encore en test. Ouais. Voilà. Moi, Micros, parce que je cherchais un taf en généraliste, et puis Micros prenait à ce moment-là. Et une fois que je me suis rendu compte que c'était plus du généraliste, mais vraiment du technique, je suis parti en Canva. Enfin, je me proposais en Canva parce que j'ai demandé un peu partout, parce que j'adore l'animation traditionnelle, que eux ils font ça. Ils mélangent un peu 2D et 3D aussi. Et voilà, ouais. Donc, juste parce que ça me dérangeait pas de revenir à Roubaix juste pour faire de l'animation traditionnelle. Et moi, du coup, je vais ajouter le fait que donc j'ai eu que deux entreprises, moi, qui m'avaient contacté à la fin de l'école, qui étaient toutes les deux situées en Angleterre. Donc à ce niveau-là, j'avais pas trop d'autres possibilités. Me déplacer, ça me gênait pas non plus. Et c'était 2 structures très très différentes. Et il y a donc moi, je suis assez intéressée dans ce qui est aussi relativement généraliste au niveau de l'animation 3D. J'aime bien aussi bien modéliser que mettre des textures et voir des petits trucs d'anime de caméra ou quoi. Et le lighting et le rendu ne me posent pas de problème non plus, il m'intéresse assez bien. Et du coup, dépendamment de la grandeur de la structure dans laquelle vous arrivez, on vous permet de faire plus ou moins de choses parce que les budgets sont plus ou moins restreints. Plus la structure est grande, plus on va vous, entre guillemets, imposer de faire quelque chose de plus restreint. Et moi, c'était 2 entreprises de taille petite et moyenne. Et mais j'apprécie beaucoup le fait d'être peut-être pas dans des aussi grandes structures que Antoine et Louise. Du coup, je peux toucher à
un peu plus de choses, et des fois, quand il y a des trucs qui arrivent sur la table qui n'étaient pas prévus, soudainement on peut t'appeler en te disant bon, t'étais en train de faire de la texture, mais là on a vraiment besoin d'un boulon, donc est-ce que tu peux le modéliser très très vite? Et j'aime bien pouvoir toucher à tout, et quand il y a quelque chose qui me sort de ma monotonie soudainement, j'aime bien aussi ça. Du coup, mais après ça c'est le travail qui m'a permis de le découvrir. Je pense que de moi-même j'aurais pas su ça. Donc pouvoir aussi avoir des nouvelles perspectives qui vous sont proposées, c'est intéressant. Voilà. Merci beaucoup. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. C'était très intéressant. Merci à vous. Oui. Encore félicitations pour ce film. Merci. Et bonne continuation. Et on espère que vous allez réussir dans vos carrières et faire ce que vous voulez.